Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil, pour un épisode un peu particulier car c'est le premier qu'on fait à la demande de l'un d'entre vous. Donc n'hésitez pas à nous proposer des sujets et nous les traiterons. Et ce sujet qui nous a été demandé est celui de la fertilisation des herbages. Un sujet que nous avions déjà abordé en partie dans le passé lors d'un épisode sur la fumure hivernale, on vous met le lien vers l'épisode dans la description, mais c'est l'occasion de revenir un peu plus en profondeur sur le sujet. Car oui, vous le savez certainement, mais la spécificité dans les herbages est que, contrairement aux autres cultures, la fertilisation des prairies et des pâturages doit s'intégrer dans une stratégie de maintien à long terme de la composition botanique souhaitée. Cette même composition botanique qui influencera la qualité du fourrage à la récolte. En résumé, la fertilisation dans les herbages est en quelque sorte un point clé à ne pas laisser de côté. Et pour en parler, je serai accompagné par Eliane Lemaître, conseillère production animale chez ProConseil. Eliane, bonjour. Salut. Et également par Chloé Guyot, conseillère en production végétale chez ProConseil. Salut Chloé. Salut. Pour aborder ce sujet qui peut vite devenir tentaculaire parce qu'on pense à plein de questions de qu'est-ce que je mets, quand, quoi, je vous propose de commencer par un principe de base. Eliane, est-ce qu'on peut dire que plus de ferti égale automatiquement plus de rendement ? Alors non, pas forcément dans tous les cas, mais il y a certains principes de base à respecter avec la fertilisation et notamment elle doit tenir compte de la fertilité des sols, des prélèvements effectués par les espèces en place, mais aussi de la composition botanique, donc quelles plantes on veut favoriser. Et puis on sait qu'il y a des exigences qui sont différentes selon les espèces. Puis notamment, entre les graminées et les légumineuses, si on veut maintenir des graminées, effectivement, il y a besoin de plus de fertilisation azotée que pour des légumineuses. Mais si on veut aussi favoriser des prairies équilibrées, dans ce cas-là, il faudrait réduire en général la dose d'azote pour justement que les graminées ne dominent pas les légumineuses et du coup pour les favoriser. Là, on comprend bien qu'il y a un impact directement de la fertilisation sur la composition botanique, mais forcément, on travaille dans des milieux naturels, donc il y a d'autres compositions à prendre en compte, j'imagine, genre les conditions pédoclimatiques et ce genre de choses. Oui, tout à fait. Et puis donc le niveau de fertilisation, il doit aussi être adapté à l'intensité d'utilisation de la prairie, en tenant compte des conditions naturelles et donc des besoins des prairies. Donc plus l'intensité d'utilisation elle est élevée, plus la fertilisation doit être élevée, ce qui est assez logique parce qu'il y a plus de prélèvements aussi par les fourrages. Et puis aussi, si les conditions elles sont rudes, par exemple des prairies mal exposées, des sols lourds ou superficiels, ou avec des parcelles qui ont peu d'ensoleillement, dans ce cas-là, l'utilisation intensive elle est déconseillée. Donc c'est pas en apportant plus de fumure sur ces parcelles-là qu'on aura forcément plus de rendement. Et puis à l'inverse, dans des sols trop riches, qui permettent pas le développement des prairies extensives, dans ce cas-là, éviter une utilisation trop extensive et puis favoriser l'intensification de ces parcelles. Dans ces engrais justement qu'on va apporter, il y a aussi les engrais de ferme qui sont, j'imagine, un autre avantage, c'est que ça coûte moins cher, non ? Oui, tout à fait. Alors les engrais de ferme, c'est finalement un peu la solution, pas miracle, mais c'est la solution qui répond à beaucoup de problématiques et qui est la source la plus importante d'éléments nutritifs dans les herbages et qui est aussi disponible sur les exploitations qui ont du bétail. Et donc, en principe, les besoins des herbages, ils sont en grande partie, voire totalement couverts par les apports d'engrais de ferme, qui, eux, contiennent la majorité des éléments nutritifs qui sont exportés à la récolte. D'ailleurs, c'est même une stratégie en fonction de l'intensité des prairies, c'est de beaucoup miser sur tout ce qui est engrais de ferme. Et puis, si jamais on n'atteint pas les besoins en NPK, notamment des prairies, là, on vient avec une complémentation minérale. C'est vraiment une bonne stratégie pour maintenir ces prairies sur le long terme. Cette stratégie minérale, tu parles de besoins. Est-ce qu'il y a des règles de calcul, des choses qu'on sait vis-à-vis de ça, où on doit vraiment dealer un peu avec ce qu'on a en fonction de la teneur en macro-éléments, de ce qu'on cherche ? Non, chaque élément a ses propres... chaque prairie a ses propres besoins en fonction des éléments, en fonction de son type de sol. Puis on va le détailler par la suite. Mais ça sert à rien de toute manière de trop saucer ces prairies parce qu'au bout d'un moment, on atteindra un plafond. Et c'est pas ça qui permettra d'avoir un gain de rendement. Et puis si je peux juste compléter, la fertilisation, elle doit être adaptée au rendement des prairies et puis de la composition botanique, sauf que ces rendements, ils sont rarement connus. Donc c'est assez difficile en fait d'estimer précisément quels sont les rendements des prairies pour ensuite adapter la fertilisation. Mais en général, les rendements, ils dépendent de la composition botanique, des conditions climatiques et des caractéristiques du sol. Et puis plus on va en altitude, en général, plus les rendements pour une même utilisation y diminuent. Et puis, de façon générale, les pâturages, ils ont globalement un rendement moins élevé à cause des refus qui sont occasionnés et qui restent sur la parcelle.
Donc si je résume, on a notre prairie ou notre herbage qui est dans un contexte pédoclimatique, dans lequel on a un type de sol particulier. J'imagine que là, pareil, tous les sols ne sont pas égaux. Non, c'est clair. Une bonne connaissance de son sol, ça c'est primordial, que ce soit en grande culture ou en herbage, pour connaître vraiment d'où on part. Ça c'est vraiment primordial. Donc des analyses de sol sont à faire aussi sur les herbages. Des sols inégaux, on veut aussi favoriser certaines plantes que d'autres. Ça, j'imagine que ça vient avec en fond, les besoins aussi de l'exploitation en elle-même. Hein. Ouais. Et puis en fait, si on commet des erreurs sur la fertilisation des herbages, les effets, on les perçoit généralement pas tout de suite, mais sur le moyen ou le long terme. Et puis c'est là où ça devient difficile d'améliorer des herbages qui sont fortement dégradés à cause d'une mauvaise gestion de la fertilisation notamment. Donc, on a toutes ces composantes qui sont toutes... on a l'impression de dealer avec des choses très très complexes, qui sont très très locales. Est-ce qu'on peut en faire des recommandations un peu générales? Parce que on va quand même essayer de donner 2-3 astuces, 2-3 infos pratiques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces... déjà, est-ce que... par quoi on pourrait commencer un peu ce sujet-là? Déjà, on peut commencer par dire quelle est la fréquence des apports sur les prairies. Il faut différencier. Aujourd'hui, on a beaucoup de lisiers sur les fermes, de moins en moins de fumier. C'est des fosses qui se remplissent vite. Donc, on a plutôt tendance à vouloir se débarrasser du trop plein de lisiers, qui est souvent très dilué. Et donc, il faut différencier ça aux apports recommandés liés à la fertilisation réelle de ces engrais de ferme. Mais en général, donc les engrais de ferme, ils ont quand même une action sur le plus long terme. Donc même si on débarrasse entre guillemets sa fosse à lisier, on sait que c'est des effets qui seront perçus sur la première voire la deuxième coupe de la prairie. Contrairement à un engrais minéral qui lui, on perçoit l'effet en général que sur la coupe qui suit. Et donc c'est d'autant plus important avec ce type d'engrais de fractionner les apports par rapport à un engrais de ferme. Oui, parce que l'engrais minéral est biodisponible tout de suite. Exactement. Et que c'est des formes directement assimilables par les plantes, alors que les engrais de ferme, c'est un peu plus compliqué. Il faut déjà que ça passe dans le sol et que ça se fasse mouliner pour devenir bioassimilable. Exactement. Et puis, dans tous les cas, la pluviométrie, c'est elle qui conditionne la bonne assimilation des éléments nutritifs. Donc, que ce soit pour de l'engrais de ferme ou de l'engrais minéral, si derrière, il n'y a pas de pluie qui vient aider à l'assimilation des nutriments, ça sert à rien d'aller épandre. Donc là, je pense notamment aux périodes estivales où il fait très chaud. C'est pour ça que la majorité des apports, ils se concentrent en sortie d'hiver et pour la deuxième coupe. Et puis l'été, quand il fait sec et qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de bonne assimilation des éléments nutritifs, donc ça sert à rien d'aller épandre pour juste faire des frais finalement. Donc là, si je comprends bien, on a deux formes d'apport. Il y en a un qui est typiquement pratique, qui est le contexte de l'exploitation. Faut vider la fosse, donc on y va, on peut balancer, et puis de toute façon, viendra ce qui viendra. Et puis derrière, la stratégie minérale, où là, par contre, on peut vraiment aller raisonner ces apports. C'est ça. Après, même sur un apport d'engrais de ferme, on peut quand même le raisonner. En général, on recommande d'apporter ces engrais de ferme en sortie d'hiver. Ça fait référence aussi au podcast qu'on a fait sur la fumure hivernale. Et puis, souvent, l'apport après la première coupe, ça peut se faire sous forme d'engrais de ferme. Donc, si on a du lisier, par exemple, ou bien un complément avec de l'engrais minéral. Et c'est ça qu'on va développer aussi juste après par type d'éléments. Qu'est-ce qui est intéressant à apporter à quel moment? J'ai envie de dire, quand on parle de fertilisation, si je vous dis N, P, K, S, tout ça, c'est les éléments qui font partie du lot. Est-ce qu'il faut les traiter individuellement? Est-ce qu'il faut les raisonner ensemble? À quel point ces éléments nutritifs sont les plus importants? Ils sont tous importants. Et voilà. Il y en a certains qui vont intervenir à différents stades. Ils n'auront pas les mêmes rôles et ils n'auront pas notamment les mêmes. La prairie n'aura pas les mêmes besoins. Le premier, on en parle très souvent, c'est l'azote. C'est un des éléments nutritifs principaux dans les prairies. Donc le plus important, celui sur lequel il faut avoir le premier point de vigilance. Oui, je pense que l'azote, c'est finalement l'élément principal. C'est celui qu'on retrouve en proportion plus importante dans les engrais de ferme. C'est aussi l'azote minéral qui est plus souvent épandu aussi sur les herbages. Et puis, c'est pas pour rien. On sait que l'azote, il est essentiel pour la croissance des plantes. On parle en général d'un apport de 30 unités d'azote. Ça correspond à peu près à une augmentation de 500 kg de matière sèche par hectare par coupe. En réalité, donc c'est valable, comme je disais avant, plutôt sur les 2 premières coupes, et c'est plus vraiment le cas l'été si l'azote il n'est pas assimilé. Et puis donc l'essentiel des besoins il est concentré sur ces 2 premières coupes. Alors parlons de ces 2 premières coupes justement. Qu'est-ce qu'on a comme grand chiffre à garder en tête?
Même si, encore une fois, on répète, hein, tout ça, ça dépend aussi des contextes, des sols et de ce qu'on a semé, quoi. Ouais, on dit donc dans les recommandations de fertilisation qu'il faudrait apporter 1 kg d'azote par décitonne matière sèche récoltée. Donc ça, c'est au global sur l'année. Dans tous les cas, il ne faudrait pas dépasser 50 kg d'azote par hectare par utilisation, parce qu'un excès de fertilisation, il favorise la flore qui aime justement l'azote, la flore nitrophile, au détriment des autres espèces et donc en particulier des légumineuses, parce que l'azote va favoriser les graminées et puis va, dans un second temps, aussi réduire la capacité de fixation de l'azote atmosphérique des légumineuses. Oui, donc ces légumineuses, c'est important. Après, j'imagine que tous les mélanges n'ont pas les mêmes compositions de légumineuses. Non, tout à fait. Alors, si on a un mélange pur graminé, dans ce cas-là, on se soucie peu de ça, mais c'est vrai que dans les mélanges semés dans les prairies, il y a toujours une part de légumineuses. Et puis, on sait que ces légumineuses, vu qu'elles fixent l'azote atmosphérique, elles nous permettent aussi de réduire la fertilisation azotée, ce qui est intéressant, surtout si on apporte de l'azote minéral. Donc, elles vont finalement faire le travail gratuitement. Pour donner juste des chiffres, en général, 15% de légumineuses dans une prairie, ça équivaut à 80 à 100 kg d'azote minéral sur une prairie qui est 100% graminée. Donc, ça permet d'économiser en fait 80 à 100 kg d'azote. Et puis ça crée des bons précédents pour les cultures suivantes. Et ça crée des bons précédents. Et d'ailleurs, en parlant de culture, Chloé, j'ai une petite question pour toi, parce que quand on parle d'azote, on va pas se mentir, on pense toujours aux pertes. Donc j'ai envie de te poser la question de ces pertes, comment on peut les caractériser et à quoi il faut être vigilant? Alors en fait, il y a plusieurs types d'azote possibles, notamment quand on parle de fertilisation minérale. On a toutes les formes qui avec un gros pourcentage de formes nitrates, comme l'ammonitrate, qui là ont moins de risque de perte que les formes uriques, qui elles sont composées d'urée et qui ont un grand pourcentage de volatilisation potentielle dans l'atmosphère. Et ça fait des pertes, et puis c'est dommage, parce que du coup, par rapport à ce qu'on apporte comme azote, il y a une grande partie qui est perdue. Et en plus des pertes liées à l'azote, il y a aussi différentes formes. Il y a la forme organique et la forme minérale. Et puis selon la forme, on n'a pas le même temps de minéralisation et donc pas la même disponibilité en azote. Ce qui fait toute la différence entre les engrais de ferme et puis l'azote minéral. À titre d'exemple, dans un lisier, il y a 40% d'azote disponible tout de suite. Alors que dans un fumier, par contre, il y a 10% d'azote disponible rapidement. Donc ça, c'est typiquement le fumier, si on en a, c'est des engrais à apporter plutôt courant d'hiver pour que l'azote puisse être disponible après en pleine période de végétation. Alors que le lisier, lui, il est un petit peu plus réactif. Aussi, on peut l'apporter en période hivernale, il est très bien valorisé, mais c'est aussi un engrais qu'on peut mettre après la première coupe, notamment. Contrairement donc à des engrais minéraux où là, 100% de l'azote, il est disponible tout de suite. Donc c'est pour ça, on le disait aussi en introduction, que c'est des engrais qu'on apporte à chaque coupe et qui nécessitent d'être fractionnés si on n'a que ça en fait à apporter pour ces herbages. Donc la transition est toute trouvée pour le lisier. Finalement, il y aurait des épandages à peu près quand? Ce serait quoi les périodes d'épandage pour le lisier? Donc le lisier, on recommande en général 2 apports. Il y a des meilleurs rendements, on voit dans les essais par rapport à un fractionnement trop important, on pense à 4 apports. Donc si on peut concentrer plus les apports, en faire moins mais mieux, ça c'est l'idéal. Un lisier méthanisé aussi, il a un effet positif sur la croissance. Par rapport à un lisier frais qui lui est un peu plus dense et rentre moins bien dans le sol. Donc ça, c'est si on en a à disposition. Et puis finalement, le matériel utilisé, il joue très peu de rôle sur le rendement. Mais par contre, c'est la période d'épandage qui est essentielle. Et des épandages, comme on disait en été, peu importe le type de matériel, l'azote, il ne sera pas assimilé s'il n'y a pas de pluviométrie qui vient derrière. Et j'imagine les conditions d'application aussi, non? Oui, tout à fait. Alors, ça revient un petit peu à dire un été sec ou bien des conditions un peu plus humides. Alors, il ne faut pas y aller quand le sol est détrempé, ça on est d'accord. Ça va tasser les sols et c'est tout. Mais si le sol il est frais, humide, qu'il n'y a pas d'évaporation, dans ce cas-là, l'azote il est mieux assimilé et c'est là où on maximise en fait son apport. Il n'y a pas que le lisier, il y a aussi le fumier. Et non, il y a aussi le fumier. Mais le fumier, en fait, on en trouve de moins en moins sur les fermes, mais c'est un engrais qui est très complet, qui est très intéressant. Si on en a, lui, par contre, on peut plus facilement, comme je disais, l'apporter en période hivernale pour qu'il arrive à se décomposer sur du fumier frais. Sur du fumier composté, finalement, ça réagit presque un peu plus comme du lisier, où justement l'azote, il est disponible un peu plus rapidement. On a plus cet effet engrais, quoi. Exactement. Ouais.
Et puis, si je peux rajouter, le fumier aussi par rapport à tout ce qui est biologie du sol, faut surtout pas le négliger. Il permet aussi d'avoir un sol qui est grossièrement, on va dire, en bonne santé. De l'apport de matière organique et sur prairie, c'est pas du tout négligeable. Oui, on réensemence le sol avec tous ces petits animaux et cette petite vie bactérienne. Exactement. Si je peux juste compléter aussi sur les périodes d'apport, des fois on a aussi les questions sur les apports de septembre, notamment du lisier. Donc si on avait un été très chaud où d'un coup donc la pluviométrie elle revient, le sol il reminéralise, il n'y a pas forcément besoin de rapporter de la fumure à ce moment-là parce que les éléments ils seront disponibles pour les plantes. Mais par contre si on a eu un été pluvieux avec quand même une bonne croissance de l'herbe, là la valorisation de l'azote en septembre il peut être intéressant et bénéfique. Il y a plusieurs formes de fumier, il y a aussi le fumier de poulet. Alors si on repasse du coup sur le fumier, effectivement. Ouais, encore un dernier petit coup. Au niveau du fumier de poulet, donc la part d'azote par rapport au carbone, elle est très importante. Et en fait, c'est des fumiers qui sont moins efficaces en termes d'activité biologique du sol parce qu'il manque passablement de matière organique. Donc par rapport à des fumiers frais plus équilibrés qui eux sont plus riches en matière organique. Donc attention à limiter, apporter les plus faibles doses si on a du fumier de poulet. Et c'est surtout que d'un point de vue azote, ils auront un pourcentage d'azote disponible tout de suite beaucoup plus important qu'un fumier de bovin par exemple. Et notamment aussi, alors on anticipe le point d'après, mais ils sont énormément titrés en phosphore. Donc pour tout ce qui est Suisse Bilan, il faut faire énormément attention aussi au phosphore. Oui, on en a vu des bilans où ça cartonne en phosphore grâce au fumier de poulet. Donc on a fini globalement, on va dire grossièrement, d'aborder les engrais de ferme. Maintenant il y a les engrais minéraux. On en a parlé un petit peu avant, mais replongeons-nous dedans. Ouais. Ce qui est important du coup avec l'azote minéral, c'est comme on disait, on le répète, c'est fractionner la fumure. Car si on en apporte sur la première coupe, il n'y a plus d'action sur la deuxième. Et justement, contrairement au lisier où lui, il a un effet plus long terme. Donc, fractionner en 2 apports pour la première coupe et pour la deuxième coupe, ça c'est, je pense, un peu le point clé à ce niveau-là. Et puis après, il y a la question, quelle forme d'azote? Chloé en a parlé juste avant. Est-ce qu'on utilise de l'urée ou du nitrate d'ammoniac? La question est posée, Chloé. Oui. En fait, il faut comprendre le fonctionnement de ces engrais. Nitrate d'ammoniac, c'est une grosse proportion de NO3 disponible dans l'engrais. Donc, on peut le positionner plutôt dans des températures qui sont un peu plus fraîches que l'urée, qui a besoin en fait de beaucoup de jours de chaud pour être vraiment dégradé sous forme nitrate. Donc c'est vraiment à avoir ça en tête. Donc plutôt l'urée, plutôt sur des épandages avant plein été évidemment, mais plutôt dans des périodes chaudes. Et puis le nitrate, plutôt dans des périodes un peu plus fraîches. Ouais, et puis juste si je peux compléter au niveau des pâturages, si on décide de mettre de l'urée, privilégier les urées fourragères. Si des animaux viennent pâturer derrière, parce qu'il y a plus de risques de retrouver des métaux lourds dans des urées engrais plutôt que des urées fourragères. Et puis un dernier point qu'on n'a pas abordé, si on fractionne, c'est aussi pour tout ce qui est lessivage de l'azote à ne pas négliger, notamment le printemps qu'on a eu cette année, avec des formes sous forme nitrate où on a beaucoup de risques de lessivage. Donc apporter la bonne dose au bon moment, c'est vraiment primordial. Oui, parce qu'en gros, les nitrates, c'est du NO3- et c'est ultra solide dans l'eau, on n'arrive pas à le précipiter, donc s'il pleut, ça se casse. Et puis un bon indicateur, si on peut finir cette partie azote là-dessus, un bon indicateur visuel dans les prairies, c'est le pissenlit. C'est un bon indicateur justement des prairies qui sont utilisées de façon intensive et qui sont potentiellement sous-nourries en azote, mais qui ont quand même une bonne fumure de fond. Donc ça pourrait être un point de vigilance visuelle qu'on peut constater sur ces prairies. Est-ce qu'on peut recommander de faire des analyses de N- ou des choses comme ça avant d'apporter ces apports pour ceux qui ont envie? Oui, on pourrait, mais plutôt privilégier des analyses de sol de temps en temps et puis voir où on en est à ce niveau-là. Très bien. Partons sur le phosphore. Le phosphore, il joue quel rôle dans cette fertilisation? Le phosphore, lui, il joue un rôle sur la formation des fleurs, des graines, sur le développement global aussi des racines. Il participe aussi au développement de la plante, donc il joue un rôle un petit peu partout. Quand on voit des carences en phosphore, souvent c'est les feuilles qui deviennent violettes.
Donc ça, c'est assez facile à repérer. Et puis, le phosphore, c'est un bon élément nutritif qui est réactif dans les sols, mais qui est surtout à utiliser un peu comme un élément starter. Surtout qu'on constate que sa disponibilité dans les années à venir, elle est questionnable. On ne sait pas au niveau des mines qui seront épuisées, au niveau du phosphore, c'est assez incertain. Donc, finalement, le phosphore, plutôt avec parcimonie. Mais c'est vrai qu'on a la chance dans les systèmes actuels d'avoir quand même beaucoup d'engrais de ferme, et dès qu'on commence à appliquer des engrais de ferme sur ces herbages, la complémentation en phosphore, c'est vraiment au cas par rapport à l'intensification des prairies et puis à votre analyse de sol. Mais dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire d'en apporter sous format minéral du moins. Donc là, par contre, on recommande une analyse des sols pour savoir si on est riche en phosphore ou pas dans le sol, quoi. Oui. Finalement, quand on fait une analyse, on voit tous les éléments nutritifs, puis c'est une analyse commune pour tous ces éléments. C'est vrai que là, on les détaille un par un, mais on fait qu'une seule analyse au final, ça en fait pas plusieurs. Puis juste, si je peux compléter, effectivement, donc les engrais de ferme, ils couvrent la majeure partie des besoins en phosphore, mais si on n'en a pas et qu'on veut apporter du phosphore du commerce, il existe plusieurs formes. Une qui est soluble dans l'eau, donc ça correspond au DAP, au Granuphos 18, au P26, qui lui est adapté à tous les types de sols. Et puis il y a celui qui est soluble dans l'acide, donc il y a une action plus lente et qui a une action du coup plus long terme. Et puis pour ces engrais-là, les prix ils varient beaucoup, donc ça c'est à étudier aussi dans son choix. Si on doit en choisir, faire attention au prix. N, P et K. Oui, potasse. Il manque la potasse. La potasse, en Suisse, c'est rarement un manque et parfois un excès. Les sols, ils sont globalement déjà bien pourvus en potasse. Et encore une fois, comme le disait Chloé, les engrais de ferme, ils couvrent les éventuels besoins qu'il y a en potasse qui resteraient, qui ne seraient pas fournis par le sol. Donc, par rapport à ça, c'est un élément qui est important, mais qui n'est pas en carence en général en Suisse. Et ça peut être en excès ? Oui, ça peut être en excès. Une quantité trop importante de potasse, elle entrave l'absorption du magnésium et du calcium. Et puis, s'il y a une teneur trop élevée de la potasse dans les fourrages, ça inhibe aussi l'absorption minérale du magnésium chez les herbivores. Et donc, ça augmente les risques de tétanie d'herbage notamment. Un nouvel élément vient d'apparaître, le magnésium. Parlons-en un petit peu. Le magnésium, lui, on a peu de recherches en fait finalement sur l'impact du magnésium sur les rendements des herbages, mais finalement, il semble pas être significatif dans la composition du rendement. Mais en général, une fertilisation azote et phosphore dans les engrais de ferme, elle couvre largement aussi les besoins du magnésium pour les herbages. Des fois, on entend parler de magnésien soufré. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le soufre ? Oui, le soufre, on entend de plus en plus, parce que historiquement, le soufre venait des pluies, des retombées via les pluies, et puis on n'identifiait pas de carence, que ce soit dans les grandes cultures ou dans les herbages. Sauf que maintenant, c'est plus vrai. On commence à observer des carences, notamment sur céréales. Et puis, du coup, dans les prairies, la question se pose aussi. C'est un élément à ne pas oublier en fonction de la fertilisation que vous mettez en place. Oui, en fait, c'est un élément qui est très mobile dans le sol, qui est rapidement lessivable. Et donc, en fait, sur des prairies à fort potentiel de rendement avec une utilisation assez intensive, qui sont sur des sols assez filtrants, ou bien suite à des grosses pluies, c'est un élément, le soufre, qui lui peut vite manquer. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'il est nécessaire d'en apporter. Et puis, il existe plusieurs formes de soufre. On retrouve le soufre élémentaire, qui lui n'est pas soluble dans l'eau. Et puis le sulfate qu'on retrouve généralement, c'est celui qu'on utilise sous forme minérale aussi, qui lui est la forme assimilable par les plantes et celui-là est très soluble. Et à quoi on peut identifier une carence en soufre ? La carence en soufre, elle ressemble de loin en fait à la carence en azote, mais la grande différence, c'est qu'une carence en soufre, elle apparaît sur les jeunes feuilles parce que c'est un élément qui est peu mobile dans les plantes, contrairement à une carence en azote qui, elle, se voit sur les vieilles feuilles. En fait, c'est comme ça qu'on peut repérer. Et puis aussi, pour ajouter, donc ce soufre, c'est un élément qui est très intéressant et qui est essentiel pour la synthétisation des protéines et qui peut, en cas de carence, avoir un fort impact en fait sur le rendement. Il y a eu des essais à Grangeneuve qui ont été menés où ils ont remarqué que sur des prairies courte durée intensives, on arrivait à augmenter de 10% le rendement seulement en faisant une complémentation soufrée sur notamment la deuxième coupe.
parce que c'est comme tous les autres éléments, si on apporte en été, ça sert finalement à rien. Donc l'essentiel des besoins, il se concentre sur les 2 premières coupes. En général, les engrais de ferme, ils couvrent les besoins de la première coupe, et c'est sur la deuxième où il y a de temps en temps besoin d'une complémentation supplémentaire. Donc ça peut être un facteur limitant à ne pas négliger quand même. Oui, surtout sur les prairies intensives. Sur les prairies peu intensives, normalement les engrais de ferme comblent vraiment les besoins, mais sur les prairies vraiment intensives, là, on peut se poser la question d'une carence en soufre et d'une complémentation. Oui. Et puis en cas d'apport de soufre pour cette deuxième coupe, il faut éviter le saupoudrage, comme on dit, mais vraiment compléter à la hauteur des besoins. Et on parle en général, l'ordre de grandeur, c'est 20 à 35 unités de soufre pour l'année, pour compléter en fait ces besoins-là. Donc si on a un engrais minéral qui est composé, souvent il y a plus d'azote que de soufre. Donc ça, c'est peut-être le point de vigilance, de trouver un engrais qui est plus élevé en soufre par rapport à l'azote si on en met de toute façon, juste pour justement pas avoir d'excès d'azote et un manque de soufre. Et privilégier les formes sulfate au soufre élémentaire. Ouais. Ok. On remet un peu de contexte pédoclimatique là-dedans. Est-ce qu'il y a des risques de carence présents dans certains sols ? Oui, alors justement, comme on disait, les sols qui sont filtrants, légers, où c'est un élément qui est rapidement lessivable, là, il y a souvent, cumulé à une utilisation intensive, il y a souvent des carences. Mais finalement, ce n'est pas toutes les prairies qui sont carencées en soufre, loin de là, mais vraiment dans ces contextes-là, ou après des fortes pluies, où l'élément a pu être lessivé. Donc des besoins importants sur les 2 premières coupes, si je comprends bien un peu l'idée des apports fractionnés et tout ça. Oui, exactement. Et puis, juste pour préciser, là, on parle des prairies de fauche. Sur les pâturages, finalement, le soufre qui est prélevé, il est restitué par les déjections. Donc, en général, sur les pâturages, il n'y a pas de carence en soufre. Ouais, c'est l'avantage d'avoir des cycles un peu plus fermés au niveau des nutriments. Le soufre, ensuite... Qu'est-ce qu'il nous reste à traiter ? Le calcium, j'imagine. Allez, parlons du calcium. Le gros dossier du calcium. Le gros dossier. Quand on parle calcium, en fait, il y a 2 idées derrière ça. Il y a déjà les besoins en calcium de la prairie. Et la question, c'est en fait comment on peut amener ce calcium à la prairie. Et le mot qu'on va utiliser, vous l'attendez tous, c'est le cholage en fait. C'est de se poser la question, est-ce que mon sol est en capacité de me restituer le calcium ou pas ? Et en gros, quel est l'état de mon sol ? Est-ce que ça nécessite de choler ou non pour pouvoir subvenir aux besoins en calcium de la prairie ? Et en plus, quand on parle pH, quand on parle cholage, ça c'est plus large que uniquement les besoins de la prairie. Ça sous-entend aussi d'avoir un sol en bonne santé. Un pH vraiment acide, en fait, on aura vraiment des problèmes de fonctionnement, comme des problèmes de disponibilité en nutriments, qui ne sont pas à négliger. Un petit exemple, à un pH de 5, on aura l'azote qui est disponible qu'à 50%. Le phosphore à 46 et la potasse à 52. Donc on aura beau tout faire bien comme il faut, mais au final tout ce qu'on aura apporté ne sera pas disponible pour la plante, et donc du coup la résultante c'est une baisse de rendement. Et puis notamment aussi si on a un pH acide, c'est un impact sur la structure du sol. Et puis également sur aussi la microbiologie des sols. Donc on a tout intérêt à choler si c'est nécessaire. Oui, et puis en plus de ça, une culture comme la luzerne, elle supporte très mal les sols acides, donc cumulé à ça, la plante, elle ne va pas survivre comme il faut dans des sols acides, donc d'où l'importance du cholage dans ces cas-là. De toute façon, dans tous les cas, j'ai envie de dire que le pH, on peut le considérer comme le nerf de la guerre, si on veut parler de fertilité des sols un peu. Ah oui, complètement. Alors, c'est un des indicateurs. Le meilleur indicateur pour vraiment parler cholage, c'est la CEC. Ça, c'est vraiment un des indicateurs, mais dans la plupart des analyses de sol qui sont faites, on n'a pas forcément cet indicateur et le cholage donne une bonne indication quand même. Oui, la CEC, juste pour rappel, c'est la capacité d'échange cationique. Oui. Ouais, et puis il y a eu toujours des essais réalisés à Grangeneuve où en fait, ils ont remarqué qu'avec un pH qui était de 6,2, donc c'est un petit peu la limite basse des pH, mais c'est pas forcément très acide encore, mais qui avait une CEC inférieure à 70%. Ils ont remarqué en fait que dans ces cas-là, le plantain, enfin ils remarquaient que le plantain était favorisé. Le plantain est favorisé en sol acide, et donc ça s'explique notamment par la non-saturation du sol en cations et donc une CEC basse.
et qui explique cette acidité du sol. Donc finalement, quand on prend le calcium dans la fertilisation, on est plus en train de raisonner à l'échelle du sol que forcément la plante. Ben non, pas forcément. Et voilà, point de vigilance. Parce que le sol, donc c'est un des points très importants, mais il y a aussi tout ce que la plante, elle prend et elle exporte par le fourrage. Et ça, c'est des exportations qui ne sont pas négligeables. Si on veut donner un peu des chiffres, les besoins des graminées se trouvent autour de 8 unités de calcium par tonne de matière sèche, alors que les légumineuses, elles sont autour de 25 unités de calcium par tonne de matière sèche. Concrètement, si on regarde des prairies intensives et qu'on prend en compte les exports de calcium et le lessivage, qui est aussi toujours revient, le lessivage, on est environ à 300-350 kilos de calcium à apporter tous les ans. Et puis la luzerne, elle a des exports beaucoup plus importants en calcium. La luzerne, en prenant en compte aussi le lessivage, on arrive autour de 500 kilos de calcium exportés par année. Ça correspond à 2 tonnes tous les 4 ans. C'est énorme. Et puis avec ça, un chaulage d'entretien, entre guillemets, d'1 tonne, elle ne suffit pas à couvrir les besoins de la luzerne et du lessivage. Donc pour le coup, cette culture-là, déjà qu'elle est sensible au sol acide, mais en plus elle exporte beaucoup, typiquement, c'est le genre de culture à surveiller, quoi. Donc, en fait, finalement, c'est un double rôle. Oui, c'est une double stratégie. Et puis, au niveau du cholage, du coup, il existe différentes formes, toujours. Oui. Et donc, différentes formes de calcaire qui ont des propriétés différentes, qui ont du coup des composés actifs différents, qui influencent aussi leur vitesse d'action. Et puis, en plus de ça, la vitesse d'action, elle est aussi influencée par la mouture. Plus elle est fine, plus l'action est rapide. Et donc, quand on regarde les formes de calcaire, on a le carbonate de calcium, qu'on appelle aussi chaud, c'est le CaCO3. Celui-ci, il a une action relativement lente, contrairement à la chaux vive, donc c'est le CaO, c'est l'oxyde de calcium, qui, elle, a une action rapide. Et on dit en général que sur les herbages, on privilégie plutôt un chaulage avec une action lente, donc plutôt la forme carbonate de calcium, CaCO3. On joue la montre. On joue la montre. Donc on a ces 2 formes de chaux, rapide, lente. J'ai envie de dire, comme en médecine, on a le préventif et le curatif. Est-ce qu'on a aussi cette stratégie-là avec le chaulage, Chloé ? Oui, tout à fait. Tout dépend en fait d'où on part. Donc c'est pour ça que l'analyse de sol est vraiment primordiale. Si on part d'un contexte avec un pH qui est inférieur à 6,2, même un pH inférieur vraiment très acide, en dessous de 5,5 par exemple, là on s'oriente plus vers des chaulages qu'on appelle de redressement, où on va miser plus, comme l'a dit Eliane, sur des produits avec une action un peu plus rapide et une mouture vraiment très fine pour donner ce coup de fouet à la prairie, tout en veillant à ne pas faire de surdosage quand même, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes de blocage d'éléments nutritifs, puis c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment le chaulage de redressement. Et puis ensuite, une fois qu'on a arrivé à remonter son pH, on est plutôt sur du chaulage d'entretien, donc quand on a un pH autour de 6, avec plutôt des produits, comme l'a dit Eliane, à action lente, et une mouture vraiment plutôt grossière qui permet d'avoir une restitution diffuse en fait sur l'année, et même sur plusieurs années, avec un délai d'apport où on peut intervenir tous les 2-3 ans par exemple. Et ça, oui, donc on est plus sur du chaulage d'entretien. Et puis juste un point de vigilance, en cas de chaulage excessif, donc si on dépasse la valeur optimale du pH du sol par exemple, les plantes, elles peuvent présenter des carences en manganèse, en bore, éventuellement aussi en zinc et fer. Donc ça, c'est un effet négatif qui peut être ressenti, notamment sur des sols légers, car il y a moins de pouvoir tampon que sur des sols lourds par exemple. Donc le chaulage, oui, mais comme l'a dit Chloé, à fractionner aussi s'il y a besoin de faire des gros apports. Et est-ce qu'il faut raisonner le chaulage en fonction des autres apports ? Oui, alors effectivement, on conseille de ne pas mélanger la chaux et les engrais de ferme, notamment parce qu'il y a des risques plus importants de perte d'azote sous forme ammoniaque. À quel moment chauler ? Donc, le chaulage, lui, il est possible toute l'année en général, si les conditions du sol elles le permettent. Ça pourrait être entre 2 coupes, mais de préférence, on fait un chaulage plutôt en fin de saison. Et encore plus si c'est sur du pâturage, privilégier la fin de saison pour éviter tous les soucis d'odeur pour le bétail. Et puis on peut aussi se poser la question, quel délai il faut avoir entre un chaulage et un apport de lisier. De façon générale, il semble qu'un mois d'humidité il permette au chaulage de commencer à faire son effet, donc il est à privilégier sur les mois d'automne. Mais par contre, si on apporte du lisier en fin d'année, vaut mieux apporter la chaux ensuite parce qu'il n'y a pas de restrictions aussi agronomiques et législatives. Donc là, on a passé en revue quand même une bonne partie de
tous les éléments et toutes les composantes de cette fertilisation. Maintenant, il y a aussi la teneur en éléments d'effourage, j'ai envie de dire, qui est un peu la dernière partie. Ouais, exactement. Une fois qu'on a bien fertilisé nos herbages, qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans les fourrages ? En général, les teneurs de tous les éléments qu'on a mentionnés dans les fourrages, ils sont supérieurs quand il est relativement jeune. Donc en cas d'utilisation intensive, on retrouve plus de ces éléments nutritifs qu'en cas d'utilisation extensive. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis en général, à la première utilisation, la teneur de tous ces macroéléments, ils sont globalement plus faibles. Donc si on veut résumer, souvent, deuxième, troisième coupe, utilisation intensive, les éléments sont plus importants. Et donc, en général, il n'y a pas besoin de complémenter, à part, ça pourrait être sur le phosphore, le calcium, selon la teneur des fourrages. Et puis, un fourrage qui est, lui, riche en graminées, ce qui est quand même majoritairement le cas, contient, lui, moins d'éléments nutritifs que dans les prairies équilibrées. Donc, plus on a de graminées, plus il faut faire attention, justement, aux macroéléments qui sont présents dedans. Donc on sent bien que, à la suite de toutes ces discussions, que la fertilisation, c'est plein de petites choses, de petits éléments, de moments d'attention à ce qu'on met, quoi, sous quelle forme, à quel effet, quand ça va durer. Est-ce qu'on peut synthétiser un peu toutes ces informations et donner un peu l'essentiel ? Quelle serait la ligne directrice ? Déjà pour commencer, partir d'analyse de sol pour savoir d'où on part et puis aussi avoir en tête quel type de prairie on a et quoi mettre sur ces prairies. Et puis aussi au niveau de l'intensité d'utilisation, ça c'est un peu, plus on a une utilisation intensive, plus il y aura besoin de fertilisation. Mais grosso modo, si on doit résumer sur l'année et qu'on a des engrais de ferme, l'apport d'engrais de ferme sur la première coupe, il est super intéressant. Si on veut compléter avec de l'azote minéral pour la deuxième coupe, c'est largement possible. Et puis ensuite, l'été, on laisse faire la nature. Et puis éventuellement, en fin d'année, faire un cholage s'il y a besoin de remonter le pH du sol. Chloé, Eliane, on va rester là-dessus. Merci beaucoup pour cette discussion. C'était sympa d'enregistrer ça avec vous. Et puis on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Salut! Ciao!